Bonjour les GG, je félicite les facilitatrices après plusieurs mois passés. Est-ce qu'il a été une fois demandé, alors la question vous revient docteur, on demande est-ce qu'il a été une fois demandé les détenus politiques en prison. Donc est-ce qu'on a évoqué le cas des détenus politiques en prison dans le cadre du dialogue? Vous pouvez répondre directement, docteur Makale Traoré. Oui, cela a été évoqué. Et vous verrez que nous en avons parlé et nous avons fait une recommandation forte pour que les procédures soient diligentées vraiment. Et je pense que ça va faire bouger les choses. D'accord. Alors nous continuons avec cette autre question qui dit docteur, la candidature indépendante est fermée à toutes les élections. C'est une question. Est-ce que vous croyez vraiment que les partis politiques incarnent l'aspiration guinéenne? N'est-ce pas une dictature de partis politiques? Est-ce que la candidature... Alors, est-ce que la candidature... Alors, est-ce que vous croyez vraiment que les partis politiques incarnent l'aspiration guinéenne? Et n'est-ce pas une dictature de partis politiques? C'est comme ça que vous posez la question. Je viens de dire qu'il y a eu 4 jours de débat. Tous les aspects ont été abordés. Et finalement, compte tenu de justement la situation de notre pays, et on a estimé, les panélistes ont estimé qu'il faut limiter pour le moment aux élections locales. Ça a été évoqué, 4 jours. D'accord. On a passé au peigne fin tous ces éléments-là. Et c'est vrai que les partis ne sont pas justement ne sont pas l'apanage non plus, mais on a estimé que pour le moment, c'est le moindre mal. D'accord. Je pense que c'était les questions que nous avions. Lamine, merci, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup, Aïssatou Sané, évidemment que nous allons retrouver demain pour le compte de cette émission des GG. Dans un instant, la prolongation. La prolongation avec vous, mesdames et messieurs, évidemment, avec notre invité ce matin, qui n'est autre que Dr Makale Traoré. Elle est porte-parole donc des facilitatrices dans le cadre évidemment, du cadre de dialogue, évidemment, interguinéen. Voilà, on en parle avec elle. Mohamed Mara. Alors, avant de revenir donc à la question du mode de désignation des conseils de quartier et de district qui avait quand même soulevé pas mal de débats ces dernières années en Guinée, j'aimerais que nous marquions un arrêt sur un sujet déjà évoqué en lisant les conclusions, notamment au point 12. Il s'agit de la problématique de l'exercice des activités politiques en lien avec le judiciaire. Alors, 3 défis au cours donc du dialogue s'opposaient. Il s'agissait de l'indépendance donc de la justice et l'exercice des droits politiques, la liberté provisoire pour les politiques et activistes en conflit avec la loi, la prise de mesures d'apaisement en faveur de certains leaders placés sous contrôle judiciaire. Alors, les recommandations, il y en a eu 5. Mais moi, je suis bluffé, je suis surpris de voir que même en l'absence de ces 3 coalitions, que ceux qui étaient autour de la table aient quand même abouti à un tel résultat, la mine. Suivez très bien la lecture. Parce que les parties prenantes du cadre de dialogue interguinéen décident collectivement de 1. Demander à la justice la levée du contrôle judiciaire des 9 leaders des partis politiques. 2. Demander à la justice de placer sous contrôle judiciaire les activistes de la société civile détenus en attendant leur procès. 3. Demander à la CRIEF le placement sous contrôle judiciaire des cadres en conflit avec la loi non jugés depuis 8 mois et d'accélérer le processus, la procédure judiciaire à leur encontre. 4. Demander à l'État de revaloriser le niveau de traitement salarial du personnel civil de l'État et appliquer le plan de carrière. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'est glissé là. Mais 5. Demander de punir sévèrement les auteurs des mutilations génitales féminines, du mariage précoce, du viol et des autres formes de violence basées sur le genre. Docteur Traoré, je vais être honnête. Personnellement, je suis surpris de voir que ce dialogue est abouti notamment à ces 3 premières recommandations concernant les activistes en détention et notamment ces hommes politiques qui sont à la maison centrale de Conakry. Mais quelque chose a forcément dû se passer. Leur parti n'était pas là, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que
on a vu des gens dans nos studios qui étaient farouchement opposés à l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens lâchent du lest sur ces questions? Bon, je vous ai dit qu'à l'issue de nos tournées, il fallait bien que les TDR reflètent les préoccupations des uns et des autres. On était parti sur 10 thématiques. On a atterri sur 13 thématiques. Les 3 thématiques vraiment portaient sur les préoccupations des parties prenantes. Je vous ai dit, aujourd'hui, vous avez des leaders politiques et des leaders de la société civile en prison. Les uns pour l'exercice des activités politiques, les autres pour les manifestations. Il y en a aussi qui sont en prison, qui sont en même temps politiques, mais qui sont dans les liens de la CRIEF. Nous ne pouvons pas faire un dialogue sans aborder ces questions-là. Donc on les a inscrits et cela a été validé en plénière le premier jour du cadre de dialogue. À partir de là, il fallait ouvrir les débats et faire des propositions. Alors, au-delà de ces propositions-là, on espère même aller plus loin, que les dossiers soient diligentés. Parce que si vous voulez même mettre sous contrôle judiciaire, cela veut dire que le dossier n'est pas encore vidé. Nous demandons au final que ces dossiers soient rapidement vidés. Et ça, nous y tenons parce que nous pensons que cela peut respecter le souci non seulement du pouvoir de ne pas s'immiscer, mais également le droit de ceux qui sont dans les liens de la loi, de la justice, de bénéficier d'un délai raisonnable pour être jugés. Ceci était important vraiment pour nous. C'était important. Et le fait de poser les préoccupations de ceux qui ne sont pas là, pour nous, c'était normal. Nous, on est facilitatrice. On nous a dit, vous êtes facilitatrice. Et nous avons insisté sur notre indépendance. Dès le premier jour, si nous devons faciliter, vous nous laissez les mains libres. Et cela a été respecté de bout en bout. Sinon, je vous ai dit ici que le jour où on est arrivé à la réunion de recadrage de notre mission, déjà tout était prêt pour lancer le dialogue le 20, quelques jours après. On a dit au gouvernement non. Nous prenons le train aujourd'hui, le train doit commencer à travailler aujourd'hui. Donc mettez tout ça de côté et laissez-nous vous proposer une méthodologie, c'est ce qui a été fait. Mais cette méthodologie-là nous a amené à écouter les uns et les autres. Et le TDR que nous avons monté était fonction des préoccupations. Et c'est ce qui a été soumis aux thématiques et aux plénières. Les grandes gueules. Vraiment, on se réjouit. Oui, mais nous imaginons quand même, puisque beaucoup de gens s'étaient opposés à ces mesures-là, même dans les studios. Qu'est-ce qui a dû se passer pendant les discussions et comment est-ce que vous y êtes pris pour les amener quand même à infléchir leur position sur cette question-là? Oui, bon, vous savez, c'est cela la facilitation. Hein? Je pense que là-dedans, vous avez l'écoute, vous avez les relations interpersonnelles, vous avez la confiance aux personnes qui parlent aux uns et aux autres, vous avez les coulisses, vous avez les parents, vous avez les épouses, vous avez les amis, vous avez même les premiers concernés. Nous n'avons pas mis de barrières. Vous savez, on a essayé de construire des ponts et pas de faire des murs. Voilà. Alors, Docteur Makale, sur la première question, donc, relative au mode de désignation des conseils de quartier et du district, finalement, est-ce qu'on va devoir assister à 5000 élections donc, où finalement on va arrimer le choix de ces conseils aux élections communales? Qu'est-ce qui a été décidé? L'élection, là aussi, ça a vraiment pris du temps. On en a beaucoup parlé parce que nous avons estimé au cadre de dialogue que la bonne gouvernance commence là. Nous savons comment nos quartiers sont mal gérés aujourd'hui et qu'il faut peut-être passer par l'élection des responsables de quartier pour améliorer la gouvernance au niveau des quartiers. Et que si cette gouvernance des quartiers est améliorée, tout le reste va suivre. Les débats ont été houleux, mais ça n'a pas été retenu finalement. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons fini, vous
savez, c'est le CNRD qui applique tout ça. Nous sommes allés voir le CNRD pour dire voilà ce sur quoi nous nous sommes entendus. Nous voulons avoir vraiment votre engagement sur ça. Le CNRD, l'équipe nous dit ceci. Nous avons un accord sur 24 mois. Tout ce qui doit excéder 24 mois, nous ne pouvons pas nous y engager. Ça, ils ont été fermes. Si vous nous demandez d'organiser, parce qu'à partir de la signature, ça devient un accord. Si vous nous demandez d'organiser les élections au niveau des quartiers, nous sommes sûrs que cela peut glisser. Ce n'est pas possible. Donc, nous ne pouvons pas signer un document dans lequel nous nous engageons à organiser les élections dans les quartiers. Parce que ça va compromettre tout ce qui peut toucher aux 24 mois, vraiment éviter que D'accord. Voilà. Alors, justement... Donc ça n'a pas été retenu. D'accord. 2 questions pour vous. L'OGE, qui sera chargé d'organiser ces élections, puisqu'à un moment donné, il y a un débat qui se susciterait. Il faut que le MATD organise ces élections. Donc, vous dites qu'il faut mettre en place une entité technique indépendante dans le cadre de l'organisation. Et pour le référendum, qui est, je crois, un comité, un organe qui va être mis en place, qui aura pour mission de contrôler et surtout le processus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire là aussi c'est une avancée pour donner l'indépendance à l'organisation? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport à la mairie. Puisqu'on a su que les citoyens avaient des maires comme si on les imposait des maires, parce que le choix du maire résultait du vote des conseillers à l'interne. Donc vous dites, celui qui va venir à la tête de liste devient maire. Est-ce que c'était pour rectifier, disons, ce malaise qui était quand même profond pour les citoyens? D'abord, l'OGE. Oui. Vous savez, il y a eu un débat vraiment pour pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de soucis. L'OGE n'est pas inscrite. Est-ce que je précise que les 10 points ne comprennent pas l'OGE et les 3 points que nous avons ajoutés également ne comprennent pas l'OGE. Mais j'avais rassuré ici que l'OGE est un sujet qui va être débattu tout le long, non seulement au niveau de la Constitution, au niveau des élections législatives, locales, au débat, etc., etc. Je voudrais donc rappeler à ceux qui doutaient que l'OGE a effectivement été débattu et pendant longtemps, je crois que c'est le sujet qui a été le plus débattu. C'est, permettez, 8 jours de débat, 11 suspensions. C'est-à-dire pratiquement tous les jours, on en a parlé. Nous avons retenu 2 choses importantes. D'abord, il fallait organiser le référendum avant que la Constitution ne soit adoptée. Qui organise? Nous savons les insuffisances de notre Sénat. Tout le monde en parle. Nous l'avons voulu, politique, société civile, etc. Mais on a vu les limites. Si on dit aujourd'hui, on remet cette Sénat, est-ce que ça ne va pas retarder le processus des 24 mois? Nous avons dit que pour la période de transition, que le MATD organise les élections. Et que la Constitution mette en place, enfin, mentionne l'organisation l'organe indépendant de gestion des... Donc, il va y avoir 2 étapes. La première étape va être organisée par le MATD jusqu'à la sortie de la transition. Ça, c'est seulement le référendum ou l'ensemble, c'est-à-dire référendum, élection présidentielle, législative et locale? Oui, c'est le MATD qui organise les élections jusqu'à la fin de la transition. Et l'organe de gestion mis en place par la Constitution, ensuite suivi par les lois organiques, et aussi nous avons demandé un code électoral pour une fois, un code parce que jusqu'à maintenant nous avons une loi électorale, un code électoral qui va résumer tout ce qui concerne les élections avec tout ce que nous proposons ici. Ceci va commencer à l'issue de la transition. Est-ce que vous ne pensez pas à ce niveau, puisque lorsque vous dites c'est le MATD... Oui, mais c'est important, avec ce détail-là. Oui, justement, ce détail est important. Avec un observatoire
qui va être composé donc des partis politiques et des acteurs de la société civile et les personnes ressources qui vont donc être là dès maintenant au début du processus. C'est-à-dire, si je comprends bien, le MATD organise les élections pendant la transition. L'OGE dont vous parlez sera mentionné dans la Constitution. Et c'est le gouvernement suivant qui installera l'OGE. Ça, c'est la loi organique qui va l'organiser, vous savez. Nous voulons que ça soit mentionné clairement dans la Constitution. Et puis après, la loi organique et le code électoral vont s'occuper. En fait, moi, je suis quand même un peu inquiet, docteur, parce que les contestations liées aux élections sont le problème fondamental de la Guinée depuis une vingtaine d'années déjà. Je comprendrais, puisque on ne peut pas parler d'OGE sans parler de constitution. C'est quand même une constitution qui va l'instaurer. J'aurais compris qu'on organise le référendum qui va valider cette constitution par le MATD, mais qu'ensuite, après promulgation, puisqu'on doit aller aux élections, maintenant que la priorité soit l'installation justement de cet organisme de gestion des élections et qui prendrait donc le relais juste après le référendum. Dans les débats, il y avait un souci que nous avons noté, c'était vraiment les 24 mois. Dans les débats, le grand souci, c'était les 24 mois. Même si vous regardez le recensement, le deuxième point sur le RAVEC, vous verrez qu'on a essayé de travailler sur le timing et mettre même le nombre de mois pendant lesquels ces opérations doivent se faire. Tout traîne dans notre pays. On s'est dit qu'il faut faire très attention pour ne pas excéder les 24 mois. Imaginez que le référendum, on l'organise 6 mois après. Il y a quelqu'un qui a donné cet exemple-là. 6 mois après. Et que la Constitution votée, on dit on met l'OGE en place. Combien de temps cet OGE, la mise en place de l'OGE va prendre? Il nous restera 18 mois. Donc, ça a été vraiment... Voilà, c'était vraiment dans la tête de tout le monde. Il faut tout faire pour ne pas donner l'occasion que l'on accuse nos propositions de risque de glissement. Ça, il faut vraiment La deuxième question. Mais la question de la confiance, on va vraiment insister sur cette question. Elle est fondamentale. Alors maintenant, on a dit on met un observatoire. L'observatoire composé des politiques, la société civile et des personnes ressources. C'est la solution. Voilà. Une sorte de CA? Oui, tout à fait. Avec des pouvoirs vraiment étendus. C'est dit dedans. Voilà, c'est dit dedans. Avec des pouvoirs étendus pour le suivi. Et si on obtient aujourd'hui ou demain la mise en place du comité de suivi, et déjà, cette équipe va être mise en place, en tout cas selon notre proposition, pour que déjà l'observation commence maintenant. D'accord. La deuxième question, c'est ce qui a pu être trouvé. L'autre question, c'est le maire. Oui, parce qu'il y a eu des combats ici. Oui, tout à fait. Vous savez, d'habitude, on fait une élection sur un nom. Généralement, la personne qui est populaire, qui est près des populations, et puis après, le conseil élit quelqu'un d'autre à la tête de la mairie. Nous avons dit que ce n'est pas juste. Ouais. On est en démocratie, celui pour lequel on vote, c'est celui-là qui doit être maire. Donc la tête de liste, la liste qui remporte l'élection de facto. De facto. D'accord. Bien. Alors, mais cette histoire sur la première dame et le premier homme, d'où est venu ce débat quant à son statut et qu'est-ce qui a été arrêté? Oui, Moussa Hero, la première dame, on voudrait bien qu'elle ait maintenant un statut dans le pays. Je pose la question à la maman. Non. Effectivement, le débat aussi a été houleux. Vous savez, souvent, le fait que cela manque de précision, il y a une certaine confusion entre le rôle de la première dame et la ministre chargée des affaires sociales, de la coopération, etc. Et même l'utilisation des biens de l'État, ce n'est pas tout à fait précis. Et comme nous sommes un peu dans la redevabilité, l'obligation de redevabilité, il était important de cadrer le rôle de la première dame ou du premier monsieur.
Voilà, allez, on va revenir sur cette réaction de Kernan, de Guinée 114, qui se pose. Il dit, on ne comprend pas comment Dr Makale a décidé d'exclure les organisations professionnelles de presse à ces dialogues, alors qu'il y a un décret qui fait dire qu'il y a des associations qui devaient prendre parti normalement. Le syndicat aussi se plaint. Le syndicat aussi dit qu'ils n'ont pas été pris au sein de ce cadre de dialogue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, rien n'est parfait. Hein. Je présente mes excuses pour ceux qui n'étaient pas là. Mais, quand je prends les cas des syndicats, ils sont au CNOX. Les syndicats sont... Vous savez, on est avec Tanti Yoyo, qui a été ici à l'origine de l'organisation des syndicalismes, mais aussi de la société civile. Elle les connaît tous. Ils sont, au fait, un peu partout. Ils étaient représentés là. Peut-être que les centrales n'étaient pas là, mais au niveau des fêtières, vraiment, ils étaient représentés. Non, pour ce qui est la presse, voilà, il y a un décret quand même qui constituait ce cadre de dialogue, qui avait expressement cité les associations de presse. Quel décret? Il y a eu un décret qui a institué le cadre de dialogue. Mohamed. Il y a eu un décret d'abord du président qui a institué le cadre de dialogue. Oui. Oui. Et dans ce décret, comment je vais dire ça, la presse était nommément citée. Je n'aiderai pas, hein. En tout cas, c'est ce que quelqu'un nous dit ce matin. Voilà. Il y a eu un décret. Il y a tellement de décrets en Guinée depuis voilà, c'est pour ça que je lui dis quel décret. Je crois que c'était l'année mondiale des décrets en Guinée. Voilà. C'était la célébration de la grande gueule. Sinon, on a été vraiment très fidèles. Dans l'exécution de ce cadre de dialogue. Et pourquoi la presse a été mise de côté? Il fallait vraiment de la prudence, aller doucement. Et pourquoi la presse a été mise de côté? Et c'est la prudence qui a mis la presse de côté. Non. Bon, c'est un cadre qui est permanent. Et je vais chercher le décret. Si vous l'avez, vous me le donnez. Voilà. Kernan, si tu nous écoutes à ce moment, sauf que l'accord sera ça serait intéressant d'avoir un bout de décret. Il n'y a pas de problème. Allez, on va essayer d'évoluer. La presse de côté de cette transition, nous pouvons vous parier une chose. Vous ne la ferez pas sans nous. Jusqu'à présent, ce sont les partis politiques qui vous effraient. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que vous nous entendrez d'ici la fin Mohamed, et tout le long de cette transition. Voilà. En plus, vous êtes à côté de l'invité, vous menacez. Je ne menace pas. L'invité à la fois mon maman et aussi la facilité. Alors, l'autre question. À travers elle, je m'adresse aussi. Mettez la presse de côté. Il est terrible ce garçon. Oui, mettez-nous de côté. On s'occupe de bien, Mohamed. Allez-y, Daouda Mohamed. Hier, en terminant mon intervention, j'ai remercié ceux qui ont crié, ceux qui ont claqué la porte, ceux qui sont partis et qui sont revenus. Sur la pointe des pieds. Ignoré. Pourquoi? Parce que un cadre de dialogue n'est pas un séminaire. Quand les 13 sont sortis. Je vois très bien que ça vous a choqué, hein, parce que on a vu des interventions partout à dire que c'est un séminaire. Enfin, ça a été traité de tout le nom d'oiseau. Mais c'est qui cette facilitatrice qui a pris position à dire que le dialogue, ça peut se faire aussi, je vais dire, dans un pays de la sous-région, entre autres, parce qu'il y a eu des propos comme ça, Madame Hiro. Et on a dit dans ce studio ici que déjà, si on prend position, ça devient très compliqué. Qui a pris position là-dessus? Non, mais c'était par rapport quand la proposition a été faite au niveau de la CEDEAO, que les pays de la CEDEAO étaient prêts à accueillir un dialogue interguinéen en dehors de la Guinée, en fait. On vous a vu à la télé pour dire que nous ne sommes pas en guerre, on ne peut pas exporter. Le dialogue ne peut pas se tenir dans un autre pays. Oui, alors je vais relever quelque chose. Vous avez le document de la CEDEAO. Je crois qu'à aucun moment ceci n'est mentionné. Ça a été, je pense... proposition. Voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, le document officiel qui est sorti, ce n'était pas dedans. Et mieux, c'est vrai quand même qu'on ne peut pas transporter un dialogue à l'extérieur pour un pays qui n'est pas en guerre. C'est une conviction. Mais est-ce que vous, docteur, vous en tant que facilitatrice, parce qu'il y a des acteurs quand même qui sont partie prenante, qui ont soutenu cela,
qui ont soutenu qu'ils étaient prêts à ce que ça se fasse ailleurs. Même si c'est minime. Vous, en tant que facilitatrice, est-ce que c'était quand même logique tout à que fait. vous disiez non, ça ne se passe faire? Parce que vous êtes à intermittence entre les différentes parties. Vous ne devez pas prendre parti. Non, je n'ai pas dit ça ne peut pas se faire. Je dis la Guinée n'est pas en guerre. Un pays qui n'est pas en guerre ne peut pas aller organiser un dialogue à l'étranger. Et ça ne logique. Ce que vous avez dit peut être logique, hein, mais ça revient à prendre parti parce qu'il y a un camp qui veut que ça se fasse ailleurs. Non, du tout. Voilà. Un facilitateur tout à fait recadré. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé pendant Donc ce n'est pas une prise de position, c'est un recadrage. Recadré, tout à fait. Eh bien. Docteur. Et durant tout le dialogue, ce recadrage, on l'a fait. Ouais. On a toujours rappelé, attention, les décisions que nous prenons ici sont des décisions pour la Guinée. Et répondez aux défis qui se posent à nous. Décentrons-nous de nos engagements et voyons ce qu'on peut faire pour la Guinée. C'est un recadrage. Bien, au moins c'est dit. C'est pas une prise de position. Non, c'est un recadrage. Voilà. Dans vos termes. Alors, l'autre question, c'est vrai que pour l'instant, ce ne sont que des recommandations. Tout arrivera au CNT d'en faire désormais une exigence auquel nous devons tous nous soumettre. Mais l'autre aspect, c'est bien le nerf de la guerre. Est-ce que aujourd'hui, les autorités ont-elles les moyens d'application de cette politique? Parce que là également, c'est une question. L'organisation des élections, c'est beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez eu, en vous engageant à aller, la garantie que oui, on pourra? La 5e résolution porte sur un appel aux partenaires pour qu'ils accompagnent la Guinée. Il était de notre responsabilité d'attirer leur attention là-dessus, comme vous dites, c'est le nerf de la guerre. Mais quand je vois, il y a un an, le volume de notre budget qui est en train de s'améliorer, parce que moi-même, pendant la campagne, je l'avais disséqué et j'avais dit tout ce qui n'était pas dedans et qui passait à la trappe. Donc quand on voit ça, je pense qu'on peut aller dans ce sens, mais on a besoin des partenaires. Et la CEDEAO s'est engagée dans l'accord qui a été signé avec la Guinée, aussi de prendre son bâton de pèlerin pour que les bailleurs nous accompagnent. Voilà. Allez-y, Mafouda, dernière question. Alors, les hommes, toujours les hommes. Il y a ce dialogue, les hommes avec grand H. Bien. Il y a ce dialogue, il y a ces travaux qui ont été effectués. On a la recommandation. Le président, il l'a reçu. Il a certes peut-être la volonté, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Est-ce que c'est une peur que j'ai? Est-ce qu'il y a des possibilités qu'on s'amuse avec ces recommandations et qu'on en vienne à zéro? Est-ce que vous envisagez cette alternative et surtout, qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens pour ne pas en arriver là encore une fois? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je dis même... Les grandes gueules. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire, moi, quand je fonce, je fonce. Vous savez, au début de ce dialogue, personne n'y croyait. Je me souviens des amis qui m'ont appelé pour me dire, mais attends, tu te mets dans quoi là? Ça ne va pas aboutir. On y est. Et on a des recommandations, on a des résolutions. Et mieux, nous avons mis ce point sur le suivi et l'évaluation. Et quand vous aurez la version finale des résolutions, vous verrez que nous avons exigé avec le CNRD immédiatement, le mot immédiatement, nous l'avons âprement discuté. Les grandes gueules. Et on a eu un engagement là-dessus. Je pense que vraiment, sans risque, je pense que dans les 24 heures, on aura le décret sur le comité de suivi. Voilà. C'est ce que nous pouvons faire. Dernière question, allez-y. Alors, dernière question. On a vu pendant les élections un problème. Et on a comme l'impression, souvent, c'est la source du hold-up électoral en Afrique, et la Guinée en particulier, c'est la centralisation. Le jour du scrutin, il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Mais c'est après le vote, la nuit, le fait de transférer les PV au niveau des centralisations, des informations qu'on nous remonte, les gens disparaissent avec des urnes.
on substitue des PV rapidement. Et vous avez proposé, pour pallier ce problème-là, d'électroniser cette étape-là. Et est-ce que dans votre résolution, ça a été bien entendu auprès des autorités? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Et l'autre facteur, c'est le 6e PV. On a vu ce qui s'est passé ici. La CENI a dit non, si c'est dans cette zone, c'est le FPG qui vient en tête ou le FDG. Le représentant de l'FDG doit photocopier, mais on ne peut pas aller au-delà de 6 copies. Et est-ce que dans votre résolution, vous avez tenu compte du fait que tout le monde ait maintenant un PV, petit soit le parti, dans la zone de circonscription? Pour ne rien vous cacher, je veux greffer la dernière. Pour ne rien vous cacher, dans les débats, on a voulu que la centralisation soit supprimée. Parce que d'aucuns pays ont supprimé. On l'a voulu, Les ça a été gueules. discuté, mais l'Assemblée a voté quand même de garder pour le moment. Et c'est en ce moment que nous avons fait la proposition de numériser et de remonter automatiquement comme ça, cela cadre un petit peu l'étape de la centralisation. Parce que tout vient de là, je le sais. On est bien placé. Ouais, sans oublier la fameuse, la difficile question justement du serveur de centralisation de tout ça. Parce que ça, c'est un autre problème, Lamine, le serveur. Vous vous rappelez le visage de cet homme lors de la dernière campagne présidentielle, je ne sais pas, il est réunionnais ou quoi, ou il vient de Moroni, quelque chose comme ça. On en parlera après de cet expert. Mais il y a la question du référendum qui m'interpelle encore. Qu'est-ce qui a été dit du verrouillage, notamment de la révision, si vous voulez, je vais le dire plus clairement, des intangibilités. Est-ce que la question des intangibilités a été soulevée pour éviter à l'avenir, encore une fois, des référendums qui vont nous prolonger des mandats à vie dans ce pays? Qu'est-ce qui a été dit? Parce que pour moi, c'est fondamental. Je vais vous dire une chose. Mais Maf l'a dit, tout est question d'homme. Vous savez, la Constitution de 2010 était verrouillée. Mais on l'a déverrouillée avec le soutien de Guinéens qui sont encore là. On a dit à ce cadre, et nous l'avons aussi répété tous les jours, prions que celui qui viendra soit un patriote, qu'il soit juste et qu'il aime la Guinée. Il n'y a pas de verrouillage. Il n'y a pas de zéro risque. De zéro risque. Ouais. Nous, on a verrouillé. Ouais. Mais vous verrouillez, quelqu'un vient, il veut le déverrouiller et c'est les Guinéens encore qui l'aident à le faire. C'est-à-dire, ils changent le cadenas lui-même. Ils changent le cadenas. Bien. C'est les hommes qui doivent. C'est pour ça qu'il faut que les Guinéens ouvrent les yeux, prêtent vraiment attention à la prochaine personne à qui ils vont confier les destinées de ce pays. Voilà. C'est très important. Docteur Makale Traoré est notre invité ce matin. Dans un instant, la rubrique Sam Langue de Bois. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de Bois, s'abstenir. Elle n'en a pas l'air, hein, évidemment. Madame Makale Traoré est notre invité ce matin. Ma grande Mafoudia, oui ou non? Alors, oui ou non, le fait que les partis qui ont boudé n'ont boudé que parce que les hommes à la tête ne voulaient simplement pas. Oui ou non? Oui. Oui. Allez-y, Daouda Mohamed, oui ou non? Oui ou non, qu'on veuille bien aujourd'hui le dialogue, mais tous ceux qui sont impliqués ou en tout cas concernés par la procédure judiciaire doivent impérativement répondre. Oui. Oui. Madame Hiro. Oui ou non, docteur, vous dites que des personnes vous ont demandé pourquoi vous vous engagez dans ce cadre de dialogue, mais qu'enfin, ça y est, on y est. Mais en fait, on n'y est pas réellement parce que ce n'était pas suffisamment inclusif. On y est. On y est. Allez-y, Djiba. Oui ou non? Oui ou non, si on vous proposait de prendre la tête du comité de suivi et évaluation qui va être mis en place dans les heures qui suivent, vous accepteriez? C'est pas prévu. Ça, c'est pas prévu. C'est pas donc oui, facilitatrice. Non. Voilà. Allez-y, Mohamed Mara. Oui ou non, le CNRD avait plus de représentants que toutes les autres entités et que cela a pesé sur les débats. Je prends le joker. Joker. Je prends le joker. Voilà. Bien. Vous aviez 25 entités
représentés 2 à 2. Ça fait 50 représentants. Le CNRD et le gouvernement, tout confondu, c'était 13 personnes. Donc c'était un faux débat qu'on a évacué d'ailleurs pendant les 2 premiers jours. Ils étaient 13, un par thématique. Si vous les éliminez tous, qui va après appliquer? Donc c'était un faux débat, mais qu'on a rapidement réglé. Évacué. D'accord. Oui ou non, docteur Makale, vous dites que celui qui a 75 ans révolu au 31 décembre 2024 pourra candidater, mais en effet, il ne pourra faire qu'un seul mandat. Oui ou non? Oui. Alors, oui ou non, pour réussir cette transition, ce dialogue, le CNRD doit aussi balayer devant sa porte au niveau de quelques hommes. Oui. Ben oui. Alors, puisqu'on parle de CNRD encore, oui ou non, aujourd'hui, le peuple de Guinée a le droit de savoir qui est le CNRD? Oui. Oui. Allez, vous restez avec nous, on passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Sans langue de bois, évidemment, avec notre invité ce matin. Allez-y, Madame Hiro. Adia Ishaba. Ah, j'adore. Grande dame. Grande dame, voilà. Allez-y, Diba. Tibou Camara. J'espère qu'il va se sortir rapidement de la situation dans laquelle il se trouve. Et qu'est-ce que vous pensez de lui? Non, je lui pardonne tout. Ouais, il pardonne tout. Elle pardonne tout. Je souhaite qu'il se rétablisse. Il a été une institution de ce pays, président de la République. Nous devons avoir du respect pour nos anciens. Kassori Fofana? Oui, je pense à lui régulièrement. La prison est triste et difficile. Je prie qu'il en sorte très rapidement, lui et les autres. Makale Camara? Oui, une amie et avec laquelle je partage beaucoup de choses et je la soutiens, elle aussi, elle me soutient et je lui souhaite une très bonne continuation en politique. Badra Koné. Oui, il a un franc-parler qui est nécessaire souvent dans notre pays et je le connais bien. C'est un jeune, je pense qu'il a de l'avenir. Docteur Dansa Koroma. Dansa est très engagé, vraiment. Au début, beaucoup ont critiqué sa venue au CNT, mais je pense qu'il est en train vraiment d'assurer dans le bon sens et je souhaite que cela continue. Sidia Touré. Sidia, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il le sait, et que j'admire beaucoup. Et c'est vrai que les recommandations ne sont pas en sa faveur, mais je sais que c'est un grand monsieur qui comprendra que c'est pour le pays et surtout que dans l'UFR, il y a de très bons cadres qui peuvent aussi être candidats. Mohamed Beavogui, l'ancien PM. Ah oui, il était souffrant, ça fait longtemps, je n'ai pas ses nouvelles, j'espère qu'il va mieux, mais qu'il revienne, les portes sont ouvertes. On a besoin de son expérience. Bien. Allez, dernière. Sidia Touré. Dernière. Votre sortie là. Dernière personnalité. Dernière personnalité, Charles Wright. Mais vous savez, Charles est un homme déterminé. Il en faut. Il prend des coups. Il prend des coups. Ouais. Il accepte cela. Mais je pense que dans un pays où la justice a toujours été le tendon d'Achille des Guinéens, il était important d'avoir un fou. Ouais. Mais fou entre guillemets. Ouais. Je l'apprécie beaucoup. Voilà. Donc Charles, c'est un fou. Entre guillemets. J'ai parlé français. Un fou positif, un fou nécessaire. Une injonction est à craindre à l'Assemblée. Tout de suite, avant la fin de l'émission, elle va dire je vais vous poursuivre. C'est la mode à ce moment en Guinée, on poursuit tout le monde. Vous êtes à Dixine? Oui. Vous êtes dans... Bon, il va donner une injonction au tribunal. C'est Loudalen Diallo? Oui, c'est Loudalen, je l'apprécie beaucoup. Il sait que j'ai été là, à ses côtés, à des moments difficiles. Ouais. J'aimerais qu'il s'en souvienne et qu'il sache que ce pays a encore besoin de lui.
qu'il peut venir, on sera encore à ses côtés. Bien. Alors, madame, cette caméra vous appartient. Évidemment, vous allez regarder ces millions de téléspectateurs à la télé et puis ceux qui nous écoutent aussi à la radio. Les non-dits, ce qu'on n'a pas dit, votre message. Je voudrais dire aux Guinéens que ce pays ne se construira pas sans nous. Et que nous devons un minimum nous faire confiance pour avancer. Merci. Je peux l'attraper, hein? Oui. Donc, je disais que ce que je peux dire aux Guinéens, c'est que ce pays ne se construira pas sans nous. Et que pour cela, compte tenu de notre histoire, qui est très difficile, en dents de scie, mais quand on s'informe, c'est un peu partout pareil. Nous avons une histoire compliquée. Notre identité est forte, nous avons des cultures fortes, c'est pour ça qu'il y a l'achoppement. Mais si, à ce stade, nous n'acceptons pas de nous faire confiance un minimum, on ne pourra pas avancer. Aujourd'hui, les Guinéens, tout ce que vous dites, on ne fait pas confiance. Dès qu'on voit votre tête, on ne fait pas confiance. Mais en tout cas, ce dialogue a permis, je pense, aux uns aux autres de se regarder en face et de se dire qu'il est possible d'être différent, mais de construire quelque chose. Ces 35 résolutions en sont vraiment une preuve pathétique. Ce que je voudrais demander encore une fois, c'est vraiment cela. Et saisir l'opportunité que le pouvoir qui est ici aujourd'hui est là pour 2 ans. Et les aider à ce que ces 2 ans soient respectés. Ils insistent eux-mêmes là-dessus. Nous devons, et c'est pour ça que nous avons voté la trêve de 24 mois, pour ne pas que les manifestations, vous savez, le pouvoir passé a accusé beaucoup les manifestations, que les manifestations ont empêché de travailler. Nous voulons que le pays soit apaisé pendant les 24 mois et que l'on permette à cette équipe de travailler pour que, en 2024, nous soyons fiers que nous avons posé un acte important, l'élection d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente à la tête de notre pays. Merci beaucoup, madame, d'être passée nous voir ce matin. Merci à vous. Et la Guinée a la chance de vous avoir, sincèrement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Mohamed Mara, demain, certainement, on reviendra sur... on en sait un peu plus, ce qui concerne l'inculpation. Enfin, l'inculpation. Je rappelle par rapport à Sekouba Konaté, c'est bien ça? Oui, à la commission rogatoire, mais aussi à cette rocambolesque affaire qui a éclaté au grand jour hier. C'est vrai qu'on était un peu au courant dans les médias. On apprend, en fait, cela a été rendu public hier, que l'AVIPA, donc l'association des victimes et parents et amis donc, des victimes du 28 septembre, avait, avec l'OGDH et la complicité de la FIDH, de Bernard Kouchner, de M. Alpha Condé et même de l'État français, avait empêché des poursuites contre le général Sekouba Konaté. Demain, nous rendrons public ici les échanges de courriers qu'il a eu dans ce sens-là. Un avocat a été exclu du collectif donc, des avocats de l'OGDH parce que simplement, il avait outrepassé cet ordre et avait porté plainte avec donc bien entendu des victimes contre le général Konaté. Voilà. Demain, c'est Madame Yoro évidemment avec vous, mesdames et messieurs. Lundi, une nouvelle émission pour votre plaisir parce qu'on part en congé. Merci à vous tous. On vous souhaite de passer une très bonne année 2023. Grand merci à Abdoulaye Dramé qui a réalisé cette émission ici à la radio, à Lamine Sidibé du côté de la régie, à toute l'équipe, à Malissila, à nos techniciens en région. Vous nous écoutez donc sur Makona FM du côté de Gekedou. À Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. À toutes nos antennes locales. Très bonne année 2023. À l'année prochaine. Au revoir.